Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie de Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël, nous voici ensemble pour 45 minutes d'actualité politique et parlementaire avec tout d'abord cette semaine, mardi, le vote solennel du texte sur le mariage pour tous. Hémicycle plein à craquer à l'Assemblée, 329 voix pour, 229 contre. Le texte passera au Sénat à partir du 2 avril prochain. Les sénateurs qui continuent les auditions en ce moment en commission. La France pourra-t-elle tenir son objectif de 3% de déficit public en 2013 ? La réponse est non. Après les doutes de la Cour des comptes, le Premier ministre lui-même émet des réserves sur le respect de nos engagements européens. Les députés UMP vont déposer une motion de censure sur la politique économique du gouvernement. Enfin, pas moins de 3 ministres sur l'affaire de la viande de cheval trouvée dans des aliments préparés, 2 conférences de presse communes dans la semaine et des coupables. La société française Panguero se voit suspendre son agrément sanitaire et les autorités françaises promettent plus de contrôle. Et avec nous pour développer toute cette actualité, David Assouline, bonjour. Bonjour. Sénateur PS de Paris, mais aussi le porte-parole du Parti Socialiste. C'est vous que l'on voit tous les lundis, rue de Solferino, tenir ce point presse. Il faut faire attention à la moindre syllabe tous les lundis matins. Est-ce à dire que, comme tous les porte-paroles de tous les partis, vous avez appris la langue de bois ? Non, c'est pas la langue de bois. Je le fais avec vraiment beaucoup de conviction. Je pense que ce gouvernement fait tout ce qu'il faut faire pour redresser notre pays, et il le fait. Ça, c'est pas l'exemple type de la langue de bois. Non, parce que je le pense sincèrement. Et si vous voulez, on va développer pourquoi. On va le faire, bien sûr. Mais en tous les cas, surtout, et c'est important pour nous, il le fait en maintenant le cap de la justice dans ses décisions. Et ça, c'est la grande différence avec la droite. Alors, dans cette émission, vous le savez, on va écouter, c'est une tradition, quelques collègues, on va écouter donc quelques sénateurs pour voir comment ils vous perçoivent. Je vous propose de les écouter, on réagit juste après. Oui, il fait polémique parce qu'il intervient à tout propos, sur tous les sujets. Et lorsqu'il s'exprime, c'est toujours, je dirais, avec fougue et prend son temps parce qu'il veut convaincre. Donc ses interventions sont un peu longues, ce qui agace quelquefois. C'est un homme passionné et qui est excessif, à mon point de vue, et excessif dans ses convictions et dans son engagement, et donc qui peut-être au fur et à mesure apprend la modération, mais à petite dose. Il y a chez lui une réelle authenticité, une ferveur militante, un engagement partisan. Au fond, ça me rappelle ma jeunesse, plutôt de l'autre bord, mais s'il peut garder ses vertus et apprendre un peu le fond du sujet, ça risque d'être un excellent sénateur. Bon, vous avez écouté Gérard Longuet, une certaine ressemblance avec lui quand il était jeune, ça vous fait plaisir ? D'abord, je suis plus tout jeune, et s'il veut dire qu'il a perdu, lui, avec l'âge, les convictions et la passion, peut-être, oui, moi je l'ai gardé et je suis plus jeune. Et vous savez rendre coup pour coup aussi, visiblement. Ah, je me bats pour mes idées, je sais effectivement, mais vraiment, je respecte beaucoup le débat politique, et notamment ceux qui ont des convictions en face, et j'aime le débat sur le fond, et donc des fois, les petites phrases qui nous sont imposées par le système médiatique lui-même, le côté... La petite phrase à retenir, c'est ça ? peut pousser à des caricatures. Mais moi, franchement, j'aime le débat parlementaire, j'aime le débat de fond, et j'aime opposer des convictions à d'autres vraies convictions. Allez, sans langue de bois et de façon courte, contrairement à ce que disent vos collègues, on va dérouler ensemble l'actualité de la semaine. On commence avec lundi. 3 ministres pour une fraude alimentaire. L'affaire est partie d'une alerte en Grande-Bretagne de la viande de cheval retrouvée dans des lasagnes soi-disant au bœuf. Même trouvaille dans des plats cuisinés en France. Alors en ce lundi, pas moins de 3 ministres convoquent la presse à Bercy pour parler enquête et traçabilité. C'est un sujet d'Elisa Bartholomé. Désamorcer la bombe. Ce lundi à Bercy, Benoît Hamon, Stéphane Le Foll et Guillaume Garot se sont montrés rassurants avec les professionnels de la viande et les associations de consommateurs. Mobilisé sur l'affaire, le gouvernement a pris des premières mesures d'urgence. Nous allons mettre la filière viande
et poissons sous surveillance pour ce qui relève de l'approvisionnement, de la transformation et de la commercialisation toute l'année 2013, de façon à ce qu'au-delà, on va dire, d'une intensification conjoncturelle des contrôles, on dispose de la capacité à mesurer l'étendue du préjudice. Car déjà, la polémique enfle. Comment de la viande de cheval a pu être retrouvée dans des plats au bœuf ? Depuis 2002, la réglementation européenne impose la mention de la provenance de la viande. Mais cette obligation concerne seulement la viande brute, pas les plats cuisinés. Les associations de la filière refusent l'amalgame et appellent à son renforcement. Ce qu'il faut absolument, c'est d'abord parler au consommateur, lui dire que la viande française est une viande de qualité, qu'elle est tracée et que la filière ne doit pas supporter les préjudices qui sont causés par des voyous, il n'y a pas d'autre mot, des voyous qui ont juste eu la volonté de tricher pour des raisons mercantiles. Des préjudices pris très au sérieux par les autorités. Une réunion intergouvernementale avec d'autres pays européens se tiendra en fin de semaine. À terme, l'ensemble des contrôles et des normes d'étiquetage pourraient être renforcés. Et puis la suite, bien sûr, c'était jeudi, le ministre Benoît Hamon qui donne les résultats de l'enquête et qui se montre très dur, notamment contre la société française Spanghero, qui, dit-il, savait qu'il s'agissait de cheval. David Assouline, 5 pays, 2 traders pour un seul plat cuisiné. Vous avez découvert, vous aussi, la complexité des circuits alimentaires? Oui, je savais que c'était trop compliqué. Mais avec ce cas d'école, finalement, et en lisant tout ce qu'il y a comme intermédiaire et comme complexité, je pense que ça n'aide pas à la transparence, c'est-à-dire que des filous qui veulent jouer sur ces confusions possibles peuvent passer entre les mailles. En tous les cas là, c'est vraiment la société, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec les Spanghero que nous connaissons. Elle n'est pas la seule, hein, comme Migel est mis en cause également. Bien sûr, sauf que dans cette usine, ça rentre avec l'étiquetage viande de cheval. En tous les cas, c'est ce qui nous est indiqué par l'enquête, et ça sort en viande de bœuf. Donc là, il y a quelque chose déjà d'identifié qu'il faut sanctionner avec la plus grande sévérité, et qu'on puisse spéculer sur la nourriture est absolument scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a un cynisme de ceux qui veulent faire de l'argent n'importe comment et à n'importe quel prix. Quand on pense, j'ai entendu le chiffre exorbitant du bénéfice fait juste par ce changement d'étiquetage. C'est incroyable. C'est-à-dire que même la punition prévue par la loi est inférieure à l'argent qu'ils se sont fait. 2 ans de prison quand même. D'accord, mais enfin, le préjudice financier est donc qu'on doit récupérer de toute façon. Est-ce que vous diriez que c'est une crise salutaire quelque part? Parce que tout le monde s'est réveillé, l'Europe a alerté, on va faire une nouvelle réunion à Bruxelles également, on va régler ce problème d'étiquetage quelque part finalement. C'est un mal pour un bien? J'espère que le préjudice et le mal n'est pas trop important, parce que s'il fallait qu'à chaque fois il y ait des catastrophes pour se réveiller, mais en tous les cas, oui, c'est bien que maintenant on voit, et pour les autorités françaises, on l'a vu de façon très déterminée, notamment ce que Benoît Hamon a déclaré hier est très rassurant, y compris pour tous les contrôles qui vont être faits sur l'ensemble de la filière poisson et viande à partir d'aujourd'hui, fait que les consommateurs peuvent être sécurisés. Hein. Il ne faut pas non plus alimenter une panique qui n'a pas lieu d'être là, parce que en France, il y a des moyens de contrôle et ils sont mis en œuvre. Mais que la Commission européenne, que l'Europe s'y mette, c'est absolument fondamental. On ne peut pas faire une Europe à 27. Pour cette fois-ci, en tout cas au niveau européen. Très bien, je pense que en quelques jours, on a vu une machine se mettre en branle et réagir, mais parce que l'enjeu est très important. C'est une bonne nouvelle aussi pour les consommateurs. Sur cette filière en Europe, c'est une catastrophe pour tout le monde. Et donc, heureusement que quand les enjeux sont à ce niveau, tout le monde se mobilise. En tous les cas, la France est vraiment en pointe dans ce domaine. Allez, on va passer au mardi. Mariage pour tous, adopté. 11 jours de débats intensifs et 2 nuits blanches. Et en ce mardi, le projet de loi sur le mariage pour tous est voté en première lecture à l'Assemblée. Presque tous les députés sont présents. 329 voix pour, 229 contre et une ovation du côté gauche de l'hémicycle pour Christiane Taubira, la ministre. C'est Thibault Le Floch qui nous raconte cette séance un peu spéciale. Pour 329,
contre 229. L'Assemblée nationale a adopté. Avec 100 voix d'écart, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi sur le mariage pour tous. Sur les bancs de la gauche, c'est l'exultation. Au cœur, ils scandent le mot « égalité ». Christiane Taubira est également au centre de toutes les attentions. Ses collègues viennent l'embrasser, la féliciter. Elle, qui était au cœur de ce combat législatif, savoure cette victoire avec lyrisme, comme ici, quelques minutes après le vote. Ce projet de loi nous a conduits à penser autrui, à consentir à l'altérité. Penser autrui, disait Emmanuel Lévinas, relève de l'irréductible inquiétude pour l'autre. C'est ce que nous avons fait tout le long de ce débat. Si la gauche applaudit debout, il n'en va pas de même pour l'opposition, qui n'attend pas la fin du discours de Christiane Taubira pour quitter l'hémicycle. Mais juste avant, lors de l'explication de vote, le principal opposant au texte, Hervé Mariton, n'a pas oublié de souligner que le combat n'était pas fini. Nous regardons vers l'avenir. L'avenir s'écrit mieux avec notre engagement pour la famille, pour les enfants, et nous continuerons notre combat. N'abîmez pas l'avenir de la France. La France mérite un tout autre projet. D'ailleurs, l'échange se poursuit, même hors de l'hémicycle, avec Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille, et Franck Riester, l'un des 3 députés UMP qui a voté en faveur du texte. Mme Bertinotti vante les familles. Et je pense que c'est un concept qui affaiblit la famille. C'est manifestement un débat entre nous. Mais non, ce texte, c'est davantage de famille. Voilà. C'est davantage de famille. Ça, tu peux le mettre avec ou sans S. Et voilà, exactement. C'est pour ça que ça laisse la porte ouverte. Tu peux réconcilier. Et les échanges vont continuer, mais cette fois au Sénat. Reprise des débats le 2 avril. Alors, en tant que sénateur, David Assouline, vous avez suivi ces débats à l'Assemblée, y compris la nuit? Oui, beaucoup sur Twitter. C'est exceptionnel, ça c'était tout à fait nouveau parce que le soir, comme ça, avant d'aller au lit, je ne sortais pas, parce que ça tweetait, ça se répondait. Beaucoup, y compris à l'intérieur de l'Assemblée, hein. C'est à l'intérieur de l'hémicycle. Tant qu'il n'y a pas d'abus, mais en tous les cas, c'était assez correct. Twitter dans l'Assemblée, en tout cas. Ah non, je pense que c'est plus possible, on ne peut pas interdire ce qui s'impose. Après, comme toutes les nouvelles technologies, il faut savoir les maîtriser, il faut savoir les utiliser, il faut savoir rester dans le cadre de la loi. Vous en avez pensé quoi de ces débats avec une petite semaine de recul? Eh bien, une chose contradictoire. D'abord, ce qu'a symbolisé le brio de la ministre, c'est-à-dire un débat de fond, un débat de société, un débat où il y a des convictions, un débat où on élève le niveau, et elle l'a symbolisé. Christiane Taubira, c'est bien ça? Ben, bien sûr. Nouveau fan de Christiane Taubira? Pas nouveau, moi j'ai toujours beaucoup aimé cette femme, parce que dans son engagement politique, il y a tout, il y a la poésie, il y a la culture, il y a quelque chose. Au Parti socialiste. Il y a quelque chose. Ça n'a pas toujours été le cas au Parti socialiste d'aimer Christiane Taubira. Je me rappelle qu'elle avait été candidate face à Lionel Jospin. Bon, c'était il y a longtemps peut-être, mais. En tous les cas, moi, je respecte complètement son engagement et la façon dont elle le mène, qui honore la politique et qui l'a fait aimer. Alors, pourquoi contradictoire? Parce que ces 5000 amendements, à un moment donné, on voyait bien que ça tournait à la dérision. On ne pouvait pas constamment être dans la répétition absolue. Je comprends, quelques centaines d'amendements, déjà c'est beaucoup quand il n'y a que quelques articles de loi. Mais des milliers, ça a dénaturé les choses, et la droite s'est livrée à ça. Et puis il y a eu les dérapages. Donc je pense quand même que ce qu'on retient, c'est in fine une réforme de société très importante, historique, et le fait qu'on a donné un nouveau droit sans en enlever à personne d'autre. Et ça, c'est la gauche, c'est ce qu'elle a toujours fait. Et que la droite soit encore restée au bord du chemin en regardant ce train passer, qu'elle rattrapera plus tard, parce que je le dis aussi, pourquoi c'est historique, parce que on sent bien que même quand il y aura une alternance, j'espère le plus tard possible, la droite n'y reviendra pas, comme en Espagne elle n'y est pas revenue. Une question quand même rapide avant de passer justement au Sénat. La PMA ne faisait pas partie du texte, c'est le groupe socialiste à l'Assemblée qui a tenu à introduire cet amendement PMA. Est-ce que vous pensez que c'était une erreur tactique ?
Non, puisqu'il n'a pas été oui, il a été retiré, mais l'opposition a pu s'engouffrer dans la brèche PMA allègrement derrière. Oui, enfin, à partir du moment où dans le texte qui était présenté, y compris après le passage en commission à l'Assemblée, il n'y avait pas ce sujet, que les choses avaient été clairement dites, pour que justement il n'y ait pas de confusion, c'est-à-dire que ça viendra dans un texte famille, mais que là on était sur le mariage pour tous, le fait que la droite ait fait semblant de ne pas avoir entendu, et quand on regarde les mots les plus employés par elle sur ces 100 heures d'intervention quasiment que de la droite, parce qu'il parlait tout seul. C'était PMA, GPA, PMA, GPA. Les députés socialistes avec conviction avaient pour consigne de ne pas parler. Donc c'est sûr qu'on a plus entendu les députés UMP. Écoutez, si à chaque fois qu'il y avait un amendement de la droite pour justement retarder, on s'y était mis aussi, on serait tombé dans le panneau. Les débats auraient duré 200 heures. Et donc c'est vraiment, je veux dire, le débat PMA et GPA a été agité pour empêcher le mariage pour tous et pour créer cette confusion. On va avoir ce débat tranquille qui effectivement, et je le dis, moi je le pense, la GPA hors de question pour nous, et la PMA débat en tant que tel, et je comprends tout à fait les interrogations de ceux qui les posent. Je suis pour, mais j'entends que c'est un débat qui n'est pas de la même nature que celui sur ce nouveau droit, parce que ce nouveau droit, eh bien, c'est pas un débat éthique, c'est un débat vraiment de valeur de notre société. L'égalité, c'est la République, c'est la marque de fabrique de la France. Alors vous, les sénateurs, vous allez vous saisir du texte à partir du 2 avril prochain. Il ne sera pas voté conforme, c'est-à-dire que vous, les sénateurs, vous serez sûrement amenés à amender un petit peu ce texte. Et vous savez que au Sénat, la majorité ne tient qu'à 6 sièges. Alors, est-ce qu'il y a un risque pour ce texte? L'enquête de Joachim Rob. Laisser aux sénateurs le temps de poursuivre leurs auditions sur le mariage pour tous. Le texte sera donc examiné à partir du 2 avril et non dès la mi-mars. Le gouvernement a pris les dispositions pour que le débat dure le temps qui paraîtra nécessaire aux sénateurs. Et donc, si ça doit être 2 semaines, ça sera aussi 2 semaines. Le but, permettre aux sénateurs de modifier le texte adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dans le texte, il y a un certain nombre d'imperfections, il faut faire des coordinations, voilà. Donc le Sénat apportera, comme il le fait toujours d'ailleurs, apportera son côté technique. L'opposition compte utiliser ce délai pour poursuivre son combat contre le mariage pour tous. Nous entendons bien profiter de cette période de la vie parlementaire pour exprimer à la fois nos convictions, pour faire part également de nos propositions. Nous en avons un certain nombre, de façon à ce que le texte soit modifié par rapport à celui qui a été voté par l'Assemblée nationale. Mais pour les socialistes, pas question d'accepter des amendements sur le fond. Sur les 2 principaux articles, les 2 premiers articles, je pense qu'il n'y aura pas de modification substantielle, puisque nous sommes pour le mariage pour tous et l'adoption. Reste une question, quelle majorité pour voter ce texte? Les socialistes, qui devraient connaître quelques abstentions, comptent sur le soutien de certains sénateurs UMP. Alors David Assouline, quand on compte les sénateurs qui sont apparentés socialistes, les radicaux, les élus d'outre-mer qui apparemment ne veulent pas voter ce texte, est-ce qu'il y a un risque que ce texte ne passe pas au Sénat? Écoutez, la majorité ne peut pas être aussi franche qu'à l'Assemblée. C'est évident. Peu de le dire. Mais vous avez remarqué une chose, c'est que sur ce texte, l'ensemble de la gauche, c'est-à-dire radicaux, c'est-à-dire communistes, c'est-à-dire écologistes, et c'est-à-dire socialistes, se sont mobilisés fortement à l'Assemblée et sont très mobilisés au Sénat. Et puis vous avez remarqué aussi que ce projet qui ne touche pas aux questions sociales et économiques fait des adeptes aussi à droite. Il y a, on l'a vu à l'Assemblée, de façon des parlementaires qui considèrent que c'est avancé. Je le répète, en Espagne, les conservateurs n'ont pas remis en cause. Mais en Grande-Bretagne, les conservateurs ont eux-mêmes proposé le projet de loi et il est passé. Donc vous êtes sûr qu'au Sénat, ça passe, c'est ça? Sûr, ça veut rien dire parce que je suis très respectueux du débat. C'est pour cela aussi qu'on ne peut pas dire il faut voter conforme. Ça veut rien dire. Si ça vient au Sénat et si le Sénat existe, c'est parce qu'il a toujours la possibilité. Il a toujours la possibilité de débat, de bouger. Et à votre avis, est-ce que c'est seulement les sénateurs qui
peuvent vouloir amender. Peut-être que le gouvernement, après l'ensemble des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée, considère que sur telle ou telle question, mais pas sur ce droit qui est acté et qu'on va acter, M. Sueur l'a dit, mais voilà, c'est de la finesse, le travail parlementaire. Il faut absolument il s'agit du code civil, il faut absolument qu'il soit irréprochable pour pouvoir, dans la pratique, ne poser ensuite aucun problème. C'est important que la pratique soit envisagée quand on fait la loi. Et c'est d'ailleurs mon travail au Sénat comme président de la commission de contrôle de l'application des lois, parce que l'application, c'est aussi important que la fabrication de la loi. Il va y avoir du travail sur ce texte, parce que visiblement, il y a encore quelques petits points à améliorer. Eh bien, c'est ce que fait la commission et évalue la commission, et je pense que c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'y a pas à dire a priori qu'il faut voter conforme pour gagner du temps. Donc, il n'y aura pas de vote conforme. Ça veut dire qu'il y aura une deuxième lecture à l'Assemblée. J'imagine pas un vote conforme. Alors, mardi a aussi été un jour de manifestation. Nouveau rendez-vous organisé par des salariés d'entreprises menacés de plans sociaux ou de fermeture. Ils se sont retrouvés devant le siège de Goodyear, qui n'a pour l'instant pas trouvé de repreneur. Salariés de Goodyear, mais aussi Renault, Arcelor ou encore Sanofi ou PSA, tous en colère contre une politique qu'ils jugent trop frileuse. On écoute. C'est quand on voit ce qu'on voit là, il y a quand même de quoi être scandalisé avec un gouvernement de gauche qui prend le dialogue social à tout va, qui en réalité fait tout le contraire dans les faits, quoi. Parce que moi, je n'ai jamais vu autant de forces de l'ordre réunies pour un CCE où des salariés viennent dire qu'ils veulent garder leur boulot. On n'est pas des casseurs, faut pas se tromper. La direction Goodyear, c'est elle aujourd'hui qui met le feu aux poudres. S'il n'y avait pas d'annonce de fermeture, on serait pas dans la rue. C'est vrai chez Goodyear, c'est vrai chez Peugeot, c'est vrai chez Fralic, c'est vrai chez Arcelor, c'est vrai partout. La seule loi qui vaille le coup dans ce pays pour protéger les travailleurs des licenciements, c'est l'interdiction des licenciements, interdire aux patrons de fermer les usines, interdire de licencier parce qu'on est en pleine crise économique. Alors dans l'automobile, il y a un recul des ventes. Et alors, est-ce que c'est à nous de payer les frais de cette politique, les frais de cette situation ? Il y a de la colère et du désespoir. On a vu le week-end dernier l'aile gauche du Parti socialiste exiger du gouvernement un virage plus social. Alors là, c'est au porte-parole du PS qu'on s'adresse. C'est pour quand cette loi sur les licenciements boursiers ? On en parle encore ou on n'en parle plus ? Écoutez, il y a des discussions, et notamment, quand même, cette semaine, il y a l'annonce par le président de la République lui-même qu'une loi sur la reprise des sites rentables soit... C'est tout à fait la même chose, hein. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a aussi dans l'ensemble des autres combats qu'on mène sur le front de l'emploi, parce que vraiment... C'est tout azimut, cette mobilisation, et notamment ce qui est la négociation sociale et qui se poursuit. On va voir, mais le groupe à l'Assemblée nationale va déposer ce projet de loi. Il faut absolument, effectivement... On va expliquer tout de même. Cette loi forcerait les sites rentables qui voudraient procéder à un licenciement collectif à tenter de retrouver un repreneur. La question se posait... Ne peuvent pas interdire un repreneur. C'est par exemple ArcelorMittal. C'est le cas... ArcelorMittal avait dit, nous on ferme, et même s'il y a des repreneurs, on l'interdit. Bien, ça n'est pas possible. Il faut qu'il y ait la reprise, la possibilité de reprise par un repreneur, ou même la possibilité en scope, par exemple, que les travailleurs eux-mêmes se constituant en coopérative puissent postuler à la reprise de l'entreprise avec des projets viables. Avec un repreneur sérieux. Parfois, il y a aussi la difficulté à trouver un repreneur sérieux. Bien sûr, mais enfin après ça, c'est subjectif. La limite pour site rentable ou pas? Parce que ça, les économistes disent que c'est souvent très difficile à fixer. Eh bien, puisque les économistes jugent que c'est difficile, ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord, travailler sur les normes qui définissent rentable ou pas rentable. Et c'est pour cela que le groupe est en train de travailler, va proposer, ensuite il y aura un débat. Bien entendu, il faut une définition assez exacte pour pas que ça produise d'autres contentieux par la suite, vous avez raison. Mais enfin, par exemple, si on prend les cas d'école ArcelorMittal, on peut dire que c'est voilà, il y avait des projets qui permettaient, en tous les cas, la rentabilité, et que à un moment donné, on a décidé brutalement, pour d'autres raisons spéculatives et au niveau international, plus que des raisons sur le site lui-même, d'arrêter. Autre texte aussi, l'accord sur la sécurisation de l'emploi. On dit souvent qu'à l'Assemblée ou au Sénat, qu'il faudrait le voter tel quel. Par contre, on entend aussi l'aile gauche qui dit non, nous on est là aussi pour exister. Tout à l'heure, vous disiez que les parlementaires sont là pour amender. Alors, est-ce qu'il faut amender ce texte ou pas ?
moi je pense qu'à partir du moment où nous avons insisté sur le fait qu'on devait prioriser sur tout ce qui touchait à l'emploi, à la négociation sociale, justement la négociation, il ne faut pas déstabiliser un accord qui a été pris entre les organisations patronales, la CFDT, et donc un accord dit majoritaire, hein, même si certains contestent même ce terme. Non, parce que ça serait un petit peu changer ce qui a été fait au trébuchet. Mais en même temps, la transcription doit être une transcription tout à fait fidèle de ce qui était l'engagement, notamment pour les salariés, parce que nous sommes attentifs à cela. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a fait, il a plutôt reçu un aval de la part des partenaires sociaux. Bien entendu, cette transcription, l'Assemblée nationale, comme le Sénat, va devoir, a encore son mot à dire. Je ne pense pas qu'il faut déséquilibrer les choses. Je pense qu'il y a d'autres projets de loi qui doivent aborder toutes les questions qui ne sont pas réglées à travers cet accord. Mais quand il y a en contrepartie de cette adaptabilité des entreprises, une lutte contre ce qui est un fléau pour l'emploi dans notre pays, qui est la précarisation et les contrats courts, je pense que voilà, c'est l'état d'un rapport de force sociale, et en même temps, c'est assez unique que, avec la négociation qui était interrompue depuis de nombreuses années, qu'on a réhabilité, il puisse y avoir quelque chose aujourd'hui où les partenaires sociaux se mettent d'accord. Alors, encore une fois, le mardi, il y avait un autre cri de colère, cette fois dans la rue. Ce sont les professeurs qui ont manifesté un peu partout en France pour réclamer, entre autres, le report en 2014 de la réforme des rythmes scolaires. Et notamment, on voit ces images ici à Paris d'une forte mobilisation. Ça fait 5 fois qu'ils se mobilisent en à peine 3 semaines. C'est un électorat qui a beaucoup voté pour François Hollande. Vous êtes en train de les perdre ? Moi, je ne pense pas. Je pense que là, il y a, à partir du moment où on bouge quelque chose, ça bouge des emplois du temps, des modes de vie, ça bouge beaucoup de choses, hein, pas seulement pour les professeurs, pour les parents aussi. Et donc, voilà, il y a des craintes, notamment sur la façon dont ça va s'appliquer, et ils veulent peser là-dessus. Bon, voilà, c'est le jeu normal qu'il faut accepter. Et en même temps, sur le fond, il s'agit du primaire. C'est 2/3 des 60 000 postes que nous créons au moment où partout il y a plutôt des suppressions ou alors des non-remplacements. Mais aussi dans d'autres ministères. Mais il y a là, en tous les cas, un tel effort pour refonder l'école qui est concentré sur le primaire, rétablissement de la formation des maîtres, les RASEL, l'accueil des élèves handicapés. Donc, voilà, il y a de l'ingratitude de la part des enseignants qui ne retiennent que les rythmes scolaires. C'est un corporatisme, c'est ça ? Là, c'est... il y a les moyens de faire bien, d'enfin mettre le paquet sur le moment où ça commence à déraper dans le système scolaire, parce que nos résultats sont là. Alors, quand on est dans les plus mauvais élèves de l'OCDE, c'est pas la réputation de la France en ce qui concerne son école. Donc il faut vite rectifier cette trajectoire, parce que la droite a cassé l'école pendant 10 ans systématiquement. Après... est-ce que la pause, c'est en fin de journée ou entre midi et 2 heures? Quelles sont les compensations et les facilités pour les professeurs? Bien entendu, tout cela fait partie de la négociation. Il y a eu peut-être le sentiment que ça devait s'appliquer comme ça et de façon uniforme. Les choses ont été rétablies. On a pu s'adresser aussi directement à tout le monde pour qu'ils comprennent. Et aujourd'hui, et on a le temps, hein, il y a fin mars, il y a jusqu'à juillet pour établir les choses de façon concrète. Je pense que vraiment cette réforme doit être mise en œuvre. On s'est battu quand on a enlevé cette demi-journée sous Darcos, et les mêmes syndicats d'enseignants se sont battus. Et donc aujourd'hui, on rétablit, et il faut trouver la meilleure façon que ça soit pour les enfants, que ça aille au bout. Allez, on va passer au mercredi. 3%, un chiffre remis en cause. C'est un engagement pris envers l'Europe. Les déficits publics en 2013 devraient être ramenés en 2013 donc à 3% du produit intérieur brut. Didier Migaud, président de la Cour des comptes, est le premier mardi à mettre en doute le respect de ces 3%. Et mercredi, c'est le Premier ministre lui-même qui reconnaît que l'engagement sera très difficile à tenir. Elisa Bartholomé.
Le gouvernement est rattrapé par une situation économique exécrable. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Croissance nulle en 2012 alors que le gouvernement attendait 0,3%. Des chiffres qui n'augurent rien de bon pour la croissance en 2013. Bercy l'estimait à 0,8%. Nous constatons que le chiffre de la croissance n'est pas bon pour l'année 2012, c'est autour de 0%. Et donc nous savons aussi que la croissance 2013 devra être repensée dans le cadre des procédures qui existent. Une croissance à repenser, un déficit public à revoir. Après la Cour des comptes et François Hollande, le Premier ministre lui-même l'admet. L'objectif du déficit à moins de 3% en 2013 est intenable. Mais le gouvernement continue de tabler sur un déficit nul en 2017. Nous ne serons pas exactement, je pense, aux 3% en 2013. Pour une raison simple, c'est que la croissance aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde est plus faible que prévu. Mais en tout cas, l'objectif, je vous le rappelle, et il sera atteint, c'est notre cap, c'est l'équilibre zéro, le déficit zéro à la fin du quinquennat de François Hollande. Une pirouette pour nuancer une situation préoccupante. L'opposition ne se prive pas d'accabler le gouvernement. Jean-François Copé indique dans Les Échos vouloir déposer une motion de censure à l'Assemblée nationale. Objectif, inciter François Hollande à changer de politique économique. David Assouline, vous n'avez pas toujours été un Européen convaincu. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut abandonner... Je suis un Européen convaincu depuis très petit. Alors, faut-il abandonner aujourd'hui cette contrainte des 3% ? Je crois que le Premier ministre a dit les choses clairement. C'était une trajectoire et il fallait tout faire pour que ce soit atteint. En tous les cas, ce que le gouvernement a fait est sans précédent. Et après, il y a aussi la conjoncture dont on dépend un petit peu. Et donc, c'était un dogme aussi. Depuis le début, depuis la campagne électorale de François Hollande et les propositions. Non. Ce qui est l'objectif, qui n'est pas un dogme, mais vraiment l'objectif, c'est déficit zéro en 2017, c'est-à-dire sur un quinquennat. Et donc, il y a une trajectoire. Et on a tellement pris nos responsabilités, c'est pour ça que c'est absolument encore dérisoire la façon dont la droite se comporte, qui n'est pas dans l'intérêt du pays. Sans parler forcément de la droite, mais parlons un petit peu du fond. Je vais vous dire, l'objectif pris par la droite elle-même, quand elle était aux affaires, pour qu'il soit, et ses engagements vis-à-vis de l'Europe, pour qu'il soit maintenu et que la parole soit honorée, a fait que dès que nous avons été au pouvoir, nous avons dû l'été faire un collectif budgétaire rectificatif pour aller chercher 7 milliards que la droite n'avait pas prévu. Ça veut dire pour tenir les objectifs. Il y aura encore un collectif rectificatif cette fois ou pas? Je pense que les choses sont différentes puisque c'est un problème européen et mondial et que la Commission européenne a jugé par rapport à ses engagements si c'est parce que la France n'a pas fait les efforts nécessaires ou si elle est sur la bonne voie et que l'objectif qui est le plus important, c'est-à-dire déficit zéro en 2017, on est sur cette voie. Et je pense que les signaux envoyés par l'Europe... Le gouvernement va provoquer ce débat, je pense, en avril, comme c'est à chaque fois le cas au début du printemps. Et nous verrons ce qu'il faut faire à ce moment-là. Mais en tous les cas, et c'est là que le débat droite-gauche existe, quand ils nous critiquent et qu'ils disent qu'ils vont faire une motion de censure, c'est que nous sommes, nous, convaincus qu'il n'y a aucune issue, y compris pour contenir les déficits, avec le tout austérité, et qu'il faut continuer à la croissance, à aller la chercher, l'emploi, à maintenir la justice dans toutes nos décisions. Et donc, c'est dans ce cadre-là, qui est la recherche de la croissance, la bagarre pour l'emploi et la justice sociale, que nous prendrons nos décisions. Or, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas, mais en tous les cas, partout, ils ont défendu le tout austérité, ils veulent réduire encore plus les dépenses. Peut-être qu'il y a des économies, c'est sûr, à faire ici et là. Mais en tous les cas, pas casser les services publics, pas être contre la création d'emplois à l'école, par exemple. Est-ce qu'on veut qu'il y ait moins de santé? Il y a des piliers qu'il faut maintenir parce qu'on sait que ce sont des points d'appui demain pour rebondir et sortir de la crise. Alors parce que vous parlez de la droite, il y a un nom qui est revenu cette semaine, c'est celui de Nicolas Sarkozy, dans la voix d'Alain Juppé, qui dit sentir que Nicolas Sarkozy a envie d'être candidat. En 2017, une annonce qui a laissé quand même perplexe les députés. Écoutez. Nicolas Sarkozy est jeune. Nous considérons qu'il a réussi son mandat de président de la République
Et je pense que si les Français revotaient aujourd'hui, sans doute qu'ils nous feraient confiance. Et le moment venu, nous verrons qui est le mieux placé pour défendre nos couleurs, mais ce ne sera pas avant 2016. Je ne crois pas que la sanctification du passé soit la réponse. Je crois qu'il faut être capable de regarder notre bilan en face. Si Alain Juppé le sent comme ça, c'est peut-être... je sais pas, il a une autre sensibilité que les autres, mais je vous garantis que quand on parle avec Nicolas Sarkozy, on n'a pas l'impression qu'aujourd'hui, il ait véritablement pris sa décision. David Assouline, vous sentez, vous aussi, que Nicolas Sarkozy a envie de revenir ? Moi, je sais pas, j'ai pas de relation directe avec lui pour essayer de jauger. Ah, vous êtes un fin politique, vous connaissez bien. Donc, Moi, je pense qu'il n'a jamais renoncé à revenir. Et puis voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il a pris. Il surveille la politique de très près. C'est évident. Enfin bon, ceux qui en doutaient, y compris les jeux joués quand il y a eu cet affrontement Fillon-Copé, n'ont pas été, je pense, pour permettre à l'un ou à l'autre de se détacher vraiment comme leader incontesté. Mais alors, ça ne veut pas dire qu'il a pris sa décision et qu'il le sera. Ça, c'est de la prévoyance. Bon, ça, c'est pour Nicolas Sarkozy. Politique, mais le fait de ne pas s'interdire d'eux, c'est une évidence. Et voilà. Vous êtes sénateur de Paris. Je voudrais vous poser une question. Nathalie Kosciusko-Morizet sera la candidate de l'UMP à Paris, entre autres. Elle est en tout cas candidate aux primaires. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle a ce premier écueil d'ailleurs à passer qui est que j'ai l'impression qu'à Paris, ceux qui sont là depuis longtemps ou moins longtemps, mais en tous les cas qui sont implantés, ne voient pas ça d'un bon œil et donc il y aura leur primaire. Est-ce qu'elle a le look pour Paris ? Moi, franchement, je vais vous dire les choses. L'essentiel pour nous n'est pas de regarder qui y aura en face. C'est de venir avec un projet, c'est de venir vraiment avec un nouveau projet devant les Parisiens, où le logement, le développement économique, et s'appuyer sur nos acquis. Peut-être, mais enfin pour l'instant, elle dit une passion qu'elle avait déclarée il y a quelques semaines aux habitants de Longjumeau. Elle est maire de Longjumeau. Son passé, son implantation, sa proximité avec les habitants, c'était là-bas. Et elle leur a dit au vœu, je vous abandonnerai pas. Puis là, elle vient. Donc, passe Navigo, dit-elle. Hein. Ouais, mais elle peut passe Navigo ou pas. Mais je répète, notre problème n'est pas de focaliser. C'est le sujet de la droite à Paris. C'est que elle n'a pas réussi à faire émerger un projet pour tous les Parisiens. Et pas seulement pour ceux qui veulent rester dans leur précaré, dans l'ouest parisien. Elle s'est battue. Elle s'est battue. Nous verrons donc à ce moment-là. Mais ce que je veux dire là, c'est que pas d'illusion sur Madame Kosciusko-Morizet. Elle a été la porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui a été une des plus réactionnaires, notamment, souvenez-vous, dans la dernière période, ça flirtait avec les valeurs du Front National. Elle était la porte-parole de cela. Et je ne pense pas que c'est l'état d'esprit des Parisiens. Et quand elle s'abstient sur le mariage pour tous, eh bien, elle montre un manque de courage absolu à assumer sa position. Elle a fait des amendements de suppression des principaux articles. Pourquoi s'est-elle abstenue ? Mais parce qu'elle doit considérer qu'on peut, en politique, tromper toujours tout le monde en faisant croire qu'on est et pour et contre. Mais en politique, il faut incarner et à des moments avoir le courage. Pour Paris ? Le fait de s'abstenir sur le mariage homo ? Je le dis assez clairement. Je pense que c'était une position pas courageuse, électoraliste, pour dire et à ceux qui sont pour et à ceux qui sont contre, je suis peut-être avec vous, et ne pas assumer une position. Et je ne sais toujours pas d'ailleurs quelle est sa position. Si je regarde ce qu'elle a fait, c'est des amendements de suppression des articles, ça veut dire qu'elle est contre le mariage pour tous, hein, si je regarde concrètement, mais elle veut laisser entendre qu'elle est plus ouverte que ça. Je crois que les Parisiens ont besoin de fidélité, et de connaissance des dossiers de Paris, et de souffle qu'incarne la candidate que je soutiens, Anne Hidalgo, parce que elle a l'expérience, et en même temps, elle a vraiment envie qu'on ouvre une nouvelle page, notamment ce grand pari des citoyens, c'est l'horizon de demain. Allez, on passe au jeudi. Le Sénat est décidément fâché avec la loi Brottes. On vous en avait déjà beaucoup parlé de ce texte. Retoqué une première fois en octobre dernier, les sénateurs l'ont voté, mais sans l'article majeur qui institue un bonus-malus pour les tarifs de l'énergie, rejeté encore une fois avec les voix des communistes et de la droite, Nathalie Guiouard.
Voter, oui, mais sans la principale mesure. Mercredi soir, les sénateurs ont rejeté l'article 1er. Il instaurait pourtant un bonus-malus sur la facture d'énergie. Une disposition loin de faire l'unanimité et qui empêchait les communistes de voter ce texte aux côtés de la majorité sénatoriale. Je le vote parce que l'article 1 a disparu et ça, pour nous, c'est une grande victoire. On n'est plus dans l'hypothèse bonus-malus et nous pouvons le mettre à notre crédit. On s'est bien battu sur cette idée. Le texte a été adopté par 176 voix contre 139. Seul l'UMP a voté contre. Pour ce sénateur, la gauche a fait preuve d'hypocrisie. Je regrette que les parlementaires qui finalement ont voté ce texte n'aient pas eu le courage de reconnaître en toute lucidité que c'était une victoire qui ne pourrait être savourée que pendant quelques heures ou quelques jours. Car c'est bien l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Elle devrait examiner à nouveau cette proposition de loi au printemps et procéder enfin à son adoption définitive. Bon, on va être très court parce que finalement, on le sait, c'est encore une fois les communistes qui vous posent problème. Oui, mais enfin sur ce débat, on sait qu'il y a des incompréhensions à gauche. On est à peu près d'accord sur ce qu'il faut faire, mais la formule proposée ne convainc décidément pas les sénateurs communistes, interroge, et en tous les cas, un projet global sans cet article a été voté, donc il y a de la bonne volonté. Maintenant, ça suit son cours. Ce sera sûrement réintroduit en seconde lecture à l'Assemblée. L'Assemblée nationale va prendre ses responsabilités. Allez, pour terminer, une petite séquence hémicycle, comme les députés savent nous en concocter parfois. C'était mardi, lors des questions au gouvernement. Les esprits étaient très certainement chauffés par la perspective du vote du mariage pour tous, quelques minutes plus tard. Au menu de ces QAG, l'opposition qui quitte ses bancs et un nom d'oiseau venu du perchoir. Compte rendu de cette séance, Ahmed Tazir. Quand on cherche Claude Bartolone, on le trouve. Et dans quelques instants, le dérapage de ce mardi. Tout est parti d'une question posée par Jean-Luc Borloo, le président du Parti centriste, sur le budget européen. La question est posée au Premier ministre. Mais ce n'est pas lui qui va répondre. Comment ça, c'est pas possible? On respecte plus le groupe UDI au gouvernement ou quoi? On veut le Premier ministre. C'est le gouvernement qui choisit quel est le ministre qui doit répondre. Vous vous asseyez. C'est Bernard Cazeneuve, le ministre des Affaires européennes, qui s'y colle. Pas assez important, pas assez grand, pas assez Premier ministre, quoi. S'il vous plaît. C'est la banca. Les parlementaires de l'UDI, rejoints par leurs collègues de l'UMP, quittent l'hémicycle. Le sang du président de l'Assemblée nationale ne fait qu'un tour. Monsieur Guénaud, vous qui parlez de la République, regardez l'image que vous donnez de la République. Il tente de calmer le jeu. S'il vous plaît, calmez-vous. Le maître d'école face à ses élèves. Mais arrêtez, c'est pas un comportement, quoi. Il est vénère, comme on dit en Seine-Saint-Denis, sa circonscription. Allez, sortez. Bruti. Ouh là là, le mot est lancé. Yves Gégaud, député UDI, ne lâche pas l'affaire. Comment ça, il nous traite d'abruti, le patron de l'Assemblée? Parlant d'abruti, j'espère qu'il n'y a pas derrière les propos lancés une quelconque mise en cause de la qualité des élus. Nous sommes tous des élus du peuple. Pris le doigt dans le pot de confiture, Claude Bartolone tente une explication en citant Guy de Maupassant. Je dois vous dire que si j'employais cette expression, elle me qualifiait, comme disait Maupassant, Guy de Maupassant, j'étais abruti de souffrance et de méconnaissance. Je crois que c'était son expression. Ah, c'est lui qui a été abruti par les événements, c'est pas les députés UDI qui le sont. On se rattrape comme on peut. Bernard Cazeneuve, le pas souhaité, lui aussi veut faire bonne figure. Il a aussi sa citation. Le philosophe Alexis de Tocqueville avait écrit dans La démocratie en Amérique que les centristes sont violemment modérés. Eh bien, les philosophes peuvent parfois se tromper. Violemment modéré ou pas, on a parlé de l'UDI ce jour-là, et aussi de Tocqueville, Maupassant, à ces écrivains à la rescousse des politiques. Il n'y a pas à dire, on est cultivé à l'Assemblée nationale. Et on sait se raccrocher aux branches. Je comprends qu'il y a un peu d'électricité dans l'air aujourd'hui, mais on va essayer de se calmer. Plus calme du côté du Sénat. Ça dépend, hein. Moi j'ai connu des moments, mais c'est vrai que là, à l'Assemblée, c'est quasiment à toutes les questions d'actualité. Peut-être que la loi sur le non-cumul des mandats, elle pourra avoir un effet, non? Bah écoutez, moi j'espère qu'elle va s'appliquer, et qu'elle va s'appliquer dès 2014, comme c'était... Contrairement à ce que dit Manuel Valls, alors.
écoutez, il dit ce qu'il pense, et là il y a peut-être un désaccord, mais en tous les cas le Parti socialiste est très engagé pour que cet engagement soit tenu dès 2014. C'est ce qu'ont voulu les militants, et on voit bien, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'application, notamment pour les députés qui devraient démissionner s'ils voulaient rester maires, mais en même temps, quand ils se sont présentés aux législatives, ils le savaient, donc s'ils voulaient rester maires, ils auraient pu y penser aussi à ce moment-là, et donc c'est pour cela d'ailleurs qu'on avait prévu avant. Encore un grand débat en perspective, en tout cas, entre le Parti socialiste, le Sénat, l'Assemblée. On aura bien sûr le temps d'y revenir. Oui, mais bon, vraiment, on a une détermination à aller au bout, mais à pas en faire un débat caricatural, parce qu'on comprend les difficultés de le faire avant 2017. Mais en tous les cas, nous sommes très très engagés pour cette réforme. Merci beaucoup David Assouline. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir. Bonne semaine.